Amis du café, amis de la police, amis de la philosophie, amis de la pensée du dissensus, quoi. Voilà. Amis de Jacques Rancière. Alors là, je peux vous le dire, il est là. Je pense qu'il est chez lui. Il est là. On a fait les réglages. Moi, je suis comme ça. Je pétoche. Je suis ému. Je suis impressionné. Mais je resterai punk. Hein, je vous le garantis, les amis. J'espère que vous allez bien. On reçoit Jacques Rancière aujourd'hui pour son recueil de textes, soit d'interventions dans la presse, soit des interventions publiques, des conférences. Les 30 Inglorieuses, 1991-2021. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes tout en rouge. Vous vous êtes mis aux couleurs de Oui, poste, rouge-orange même. sûrement, oui. Oui. Ah, ça c'est bien, vous faites pas ça chez tout le monde. Parce que en ce moment, vous tournez. Hein. Ben, en général, je suis en bleu, mais enfin là, j'ai voulu changer. Ah bah c'est bien, c'est super, c'est super. Mon cher Jacques, je suis très ému, je l'ai dit à l'instant, de vous recevoir. Je fais une petite présentation. Là, vous l'entendez pas, mais il y a un bruit de machine à écrire à l'ancienne, comme si nous étions dans un commissariat. Vous êtes philosophe. Vous avez écrit Le Maître ignorant, la haine de la démocratie. Et vous êtes ici pour Les 30 Inglorieuses, qu'on pourrait traduire comme cette époque du triomphe du no alternative sur lequel vous revenez si souvent. L'un des aspects les plus marquants, écrivez-vous, de ces 30 Inglorieuses est l'apport décisif apporté au pouvoir de droite et aux idéologies d'extrême droite par de larges secteurs d'une intelligentsia de gauche qui a transformé ses espérances déçues en un formidable ressentiment contre tout ce qui les avait nourries. Bon, cette période 91-2021, oui, c'est la période où a triomphé, donc ce que j'appelle le consensus, on pourra y revenir, mais effectivement, un des aspects justement qui définissent cette nouvelle configuration de la politique et puis de la pensée, c'est quand même le grand retournement de très larges secteurs de l'intelligentsia de gauche, bon, soit post-68 soit post-68 ou venu d'ailleurs, bon, et bon, alors, qui s'est manifesté justement un petit peu de manière significative. Ça a commencé, on peut dire, avec le début de cette période, c'est-à-dire avec la première invasion de l'Irak par les États-Unis et les forces alliées, quoi, où un certain nombre d'intellectuels ont signé un manifeste pour soutenir la guerre, pour dire qu'on ne pouvait pas laisser comme ça le pétrole à un dictateur, et font faire de cette guerre une espèce de croisade de la démocratie. Bon, c'est-à-dire qu'on a commencé à dire que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'était pas un truc tellement bien, quoi, et qu'il fallait quand même avoir une vision plus réaliste des choses, quoi, et avoir une vision plus musclée de la démocratie. Bon, puis après ça, il y a eu 95, donc la grève contre la loi Juppé. Ce mouvement de grève, justement, là, a été significatif parce que on a vu toute une fraction de l'intelligentsia de gauche expliquer qu'il y avait un peu assez de ces histoires d'ouvriers qui étaient accrochés à leurs privilèges. C'est le moment où les acquis sociaux ont reçu un nouveau nom, on les appelait privilèges archaïques. Et c'est le moment donc où cette intelligentsia de gauche, qui était formée justement à la tradition marxiste, à savoir dénoncer les petits bourgeois qui retardaient le mouvement de l'histoire, voilà, au fond, a trouvé une nouvelle application de ce principe marxiste. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui retardaient le mouvement de l'histoire, c'était justement ces ouvriers qui voulaient encore des droits sociaux qui étaient archaïques, qui ne comprenaient pas que c'était nécessaire pour les générations futures de renoncer à leurs privilèges et qui finalement gênaient tout le monde. C'est aussi le moment où s'est répandue la grande notion d'otage, à savoir que toute grève était une manière de mettre les gens en otage. Et puis ça a continué après, bien sûr, avec la grande campagne justement républicaine au nom de la laïcité. C'est-à-dire qu'on a vu ils font une sorte de relais, c'est-à-dire que l'idéologie d'extrême droite qui est traditionnelle a été relayée par un renfort qui était un petit peu inattendu, à savoir que ces migrants qui occupaient trop de place, qui faisaient trop de bruit, qui faisaient du bordel dans les banlieues, et qui finalement se faisaient soigner en France à nos dépens et ainsi de suite. Tout d'un coup, il a acquis une nouvelle figure, à savoir celle du musulman intolérant, qui était absolument inassimilable parce que disons, il avait des manières de vivre qui étaient contraires aux valeurs de la République.
Bon, c'est le moment où effectivement il y a eu ces grandes campagnes républicaines disant que bon, la laïcité était menacée, c'est-à-dire que la laïcité qui était dans le temps, bon, simplement la neutralité de l'État en matière de religion, et là, le fait que l'Église catholique, en l'occurrence, ne jouait aucun rôle dans ne devait jouer aucun rôle dans l'école publique, quoi. Ça s'est transformé, c'était plus une espèce de règle de l'État, ça devenait une vertu des individus que les individus devaient afficher. Donc il y a eu ces grandes campagnes sur le thème du voile, le terme voile en même temps couvrant des choses complètement différentes, aussi bien le foulard sur la tête que la burqa. Et donc voilà, et bon, il y a au fond, il y a eu tout un retournement de toutes les anciennes valeurs progressistes. Bon, c'est comme si on a vu, bon, par exemple, l'anticolonialisme bon, se trouver récusé, bon, toute tradition révolutionnaire, bien sûr, assimilée à une sorte de prodrome du totalitarisme, l'antifascisme proclamé totalitarisme du 21e siècle. Voilà, bon, tout ça toujours bien sûr au nom de la République, aussi au nom de l'égalité. Bon, on a vu comment bon, des gens qui n'étaient pas spécialement féministes tout d'un coup se sont découverts féministes, mais pour les autres, féministes pour les musulmans. Donc on a vu un peu les mêmes personnes bon, justifier un petit peu quand même le droit des metteurs en scène à se servir un peu sur les jeunes actrices, et en même temps, disons, dénoncer cette espèce d'horreur qui était l'obligation faite à ces jeunes filles musulmanes de venir avec un foulard autour de la tête. Bon, là, il y a on peut dire, tout a été retourné. Bon, le marxisme qui était dans le temps, certaines fois dans la nécessité historique qui devait conduire au triomphe du socialisme. Bon, c'est devenu l'adhésion à une nécessité historique qui était désormais celle simplement du triomphe du libre marché. Bon, les valeurs républicaines égalitaires ont été toutes transformées pour servir une nouvelle forme d'exclusion. Oui, moi, c'est ce qui m'a frappé, parce que bien sûr, ça concerne beaucoup les gens de ma génération, et bon, que j'ai vu justement un petit peu glisser sur cette pente et retourner, et petit à petit dire que toutes les Mais, anciennes valeurs. mais vous-même, est-ce que vous estimez que vous avez non pas glissé, mais changé quand même? Vous n'êtes pas le même, vous ne pensez pas la même chose qu'en 68 ou au début des années 70, vous étiez très engagé. Oui, non, mais il y a deux choses différentes. Non, il y a même plus que deux, bien sûr. Non, bien sûr, on évolue, les choses changent. Bon, et on essaye de penser ce qui se passe. Bon, en 68, on vivait toujours justement enfin, à l'intérieur de la tradition marxiste, c'est-à-dire que voilà, 68, c'était pensé comme malgré tout un mouvement inscrit dans le grand combat de la classe ouvrière à l'assaut du capitalisme. C'était inscrit dans une vision de l'histoire où on pensait effectivement que, oui, que le temps travaillait pour nous, que l'histoire travaillait pour nous. C'est ça, bien sûr, qui a été, on peut dire, disons, le grand choc en un sens, quoi. Et le grand choc, bon, à partir surtout dans les années 70, justement, avec le début de la contre-offensive, bon, extrêmement violente du capitalisme, et puis cette espèce de grand mouvement, bon, qui a été bon, initié par les Thatcher, par les Reagan, et bon, qui a été en fait appliqué chez nous, on peut dire par justement la gauche, quoi, par les socialistes essentiellement. Ouais, bon, effectivement, on s'est trouvé dans une situation où tout d'un coup, il apparaissait que ce n'était pas la classe ouvrière qui allait détruire le capitalisme, mais que c'était le contraire, que c'était le capitalisme qui finalement, disons, détruisait matériellement la classe ouvrière, détruisait, bon, obligeait les États à détruire toutes les formes de solidarité sociale anciennes. Donc voilà, on s'est trouvé dans un type d'histoire tout d'un coup qui marchait plus du tout dans le sens où il marchait pour nous dans les années 60. Par conséquent, effectivement, à partir du moment où disons, la logique dominante apparaît tout à fait différente de ce qu'elle était, il y a des attitudes, effectivement, bon, ou bien on dit, bah oui, effectivement, on s'était trompé, il faut prendre le contre-pied de ce qu'on disait alors, ou alors on se demande, bon, comment peuvent se déplacer certaines valeurs, certaines idées sur un terrain qui est plus le même. Alors, la question du discours républicain,
Oui. traverse votre livre. Il y a comme ça c'est ça que j'aime, chez vous, c'est qu'il y a des obsessions. Celle-là en est une. Alors par exemple, vous écrivez page 67 et c'est un texte publié, en fait, que vous reprenez, publié en 2020 sur Mediapart. Vous écrivez: depuis quelques décennies, s'est développé un discours dit républicain qui a systématiquement transformé des notions juridiques définissant les rapports entre l'État et les citoyens en vertus morales que ces citoyens doivent posséder et donc en critères permettant de stigmatiser ceux qui ne les possèdent pas. C'est cette idée-là, mais de la transformation, on va dire, de notions juridiques en sommation finalement. Ce qui est notable dans votre livre, c'est que vous attaquez pas nommément les gens. Vous n'êtes pas en train de dire c'est un tel, c'est machin. Vous perdez pas de temps avec ça. Mais néanmoins, vous ne... Si. Non, vous avez... Non, j'ai rien dit. Ah, ouais, pardon. Non, non, mais puisque j'ai vous faisiez un petit geste Non, j'ai rien dit. Euh, mais à la limite, on pourrait vous dire, vous visez qui en fait? Quand vous parlez de l'intelligentsia, je suis assez étonné. Par exemple, la construction médiatique, vous en parlez peu. Les forces médiatiques, vous en parlez peu. Est-ce que parce que ça ne vous intéresse pas? Est-ce que vous pensez qu'en réalité c'est du deuxième degré, enfin deuxième niveau, c'est pas si important que ça? Si vous voulez, votre discours qui s'oppose au discours ambiant, vous n'expliquez pas comment ce discours ambiant se diffuse et par qui il se diffuse. Oui, non, mais c'est effectivement, bon, ça n'est pas, mon objet et en plus, bon, pour moi, disons, il y a pas de mystère, il y a pas de mystère là-dedans, si vous Ouais, voulez, qu'il faudrait percer. C'est-à-dire que bon, il y a eu, bon, parmi les éléments du consensus, il y a bien sûr l'intégration, bon, de plus en plus forte, de tout la disons l'appareil dominant, des médias, disons à la classe dominante. C'est-à-dire que, de plus en plus, on a vu s'instaurer, je pense ce type de pouvoir médiatique que je crois souvent effectivement on juge mal parce qu'on dit: «Oh là là, mais les médias nous mentent, ou les médias ne disent pas le fond des choses», ce qui, bon, à mon avis, n'est pas du tout vrai. Bon, et bon, et c'est quand même une chose dont j'ai parlé, donc peut-être que ce n'est pas au centre de ce livre, mais c'est quand même important pour moi, la transformation des médias. C'est-à-dire que les médias sont devenus très, très largement, au fond, une sorte de pédagogie de l'ordre dominant ou une pédagogie du pouvoir. c'est Et ça. bon, oui, voilà, donc effectivement, j'en ai parlé dans d'autres lieux ou dans d'autres circonstances, parce que ça touche à la question au fond, du rôle des médias par rapport à la question de l'égalité. Or, les médias, de plus en plus, depuis 30, 40 ans, d'une part, bon, effectivement, ils sont entièrement, on peut dire, pris dans le langage dominant, c'est-à-dire que voilà, il y a toute une catégorie, font tout un lexique, tout un vocabulaire, toute une rhétorique du pouvoir, qui est devenu quelque chose comme une espèce de rhétorique justement de la nécessité, donc une rhétorique de la science. C'est-à-dire que maintenant, c'est au nom de l'expertise, c'est au nom du savoir qu'on gouverne, c'est aussi au nom du savoir que les médias nous gouvernent. Nous gouvernent. Bon, notamment, j'avais quand même plusieurs fois insisté sur cette espèce de transformation du moment où, bon, il y a par exemple un patron d'un grand journal qui a dit que bon, les médias n'étaient plus là pour informer, mais qu'ils étaient là pour décrypter l'information. C'est-à-dire qu'ils étaient là comme des espèces de pédagogues qui, en quelque sorte, renforçaient le discours du pouvoir en nous expliquant tout. Et bien sûr, expliquer les choses aux gens, c'est leur faire comprendre qu'ils ne comprendraient pas si on ne leur expliquait pas. Bon, c'est effectivement, je crois que pour moi, bon, c'est ça le rôle dominant disons, des grands médias aujourd'hui. Et effectivement, ces grands médias, donc, bon, bah, diffusent la pensée du pouvoir, diffusent la vision du monde du pouvoir, et diffusent en même temps, effectivement, bon, toutes les idéologies du ressentiment, c'est-à-dire les idéologies de ceux qui ont espéré, qui ont cru que le peuple c'était bien, que la classe ouvrière c'était bien, que ça allait faire la révolution, qui ont été déçus, et qui en veulent indéfiniment, qui par conséquent participent à ce concert de l'opinion dominante. Donc oui, de ce point de vue-là, les médias, bien sûr, c'est une chose importante, mais je crois que pour moi, il faut sortir d'une espèce d'idée que les médias nous trompent. Non, ils nous trompent pas. Ils consolident en quelque sorte toute une vision du monde où il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas. Sur la question du discours républicain,
Vous Oui. écrivez, page 79, le républicanisme est ainsi devenu une extrême droite d'un type nouveau, une extrême droite de gauche, un front républicain contre Marine Le Pen, point d'interrogation, mais elle est 100% républicaine, au sens que ce mot a pris aujourd'hui. Alors on est piégé, Jacques, alors à ce moment-là on est piégé. Bah, on est piégé, oui, si on dit on va faire un front républicain bon, qui part effectivement de la droite classique à la gauche socialiste contre Marine Le Pen, parce qu'on est piégé. Pourquoi? Parce que euh, bon, les idées de l'extrême droite, disons, se sont largement diffusées, que sous couvert de les combattre, on les a constamment répétées, popularisées, qu'on leur a donné en même temps, disons, le petit parfum de la provocation, en même temps que la palme du martyr, c'est une première chose. Que deuxièmement, ces idées ont gagné très très largement, bon, font les autres enfin, partis politiques ou les autres disons, secteurs de l'opinion, que bon, ça c'est une chose évidente, que pour combattre prétendument l'extrême droite, on a pris toute une série de mesures qui sont des mesures bon, anti-immigrés, anti-musulmans, et ainsi de suite, donc qui ont en quelque sorte consolidé justement un petit peu la figure de l'autre inassimilable et dangereux que construisait l'extrême droite, et qu'en même temps, oui, il y a eu cette espèce de grand renfort venu de la gauche qui a apporté les arguments de la République, les arguments de la grande tradition nationale républicaine contre tous ceux qui étaient justement inassimilables du point de vue de ces valeurs traditionnelles. Donc voilà, donc le Front républicain, c'est quoi? Le Front républicain, c'est le front des gens qui, contre Marine Le Pen, c'est le front des gens qui largement sont acquis à cette vision du monde, qui largement ont trouvé des arguments différents et ont trouvé finalement des renforts idéologiques pour épouser cette vision du monde. Donc effectivement, je vais dire, bon, moi j'ai dit très tôt, si on veut vraiment que l'extrême droite gagne, que les idées racistes gagnent, il n'y a qu'à continuer comme on fait, c'est-à-dire à dénoncer tous les jours, à s'indigner tous les jours, à réclamer bien sûr qu'on prenne des mesures contre l'immigration pour lutter contre ceux qui profitent de l'immigration, etc. Alors, ça, on y viendra parce qu'en effet, Oui, vous avez un texte assez truculent d'une certaine manière sur vous donnez des idées pour que l'extrême droite continue, quoi. Enfin, je veux dire que évidemment vous vous moquez, vous expliquez voilà tout ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Je reste quand même sur la question, si vous voulez bien, du discours républicain, oui. parce que vous dites à un moment donné. Alors je ne sais pas s'il faut faire le rapprochement que l'État s'est approprié le monopole de la vie publique. Est-ce que ce monopole, je n'ai jamais pensé l'État en termes de monopole de vie publique, mais comme vous le savez peut-être, moi je m'intéresse au monopole dit de la violence légitime par l'État, enfin qu'il revendique. Oui. Mais là, alors là, vous allez encore plus loin que Max Weber. Vous dites voilà, l'État s'est approprié le monopole de la vie publique. Néanmoins, vous parlez beaucoup des intellectuels de manière donc pas de l'État. Comment tout ça s'orchestre selon vous? Oh, je ne parle pas tellement des intellectuels, non, je crois. Enfin bon, sauf effectivement, disons, quand bon, disons, les gens prennent la posture de l'intellectuel pour renforcer ce qui est bon, l'ordre dominant, quoi. Euh, Non, bon, disons, bon, ce qui me frappe effectivement, c'est qu'on vit dans un monde où on peut dire que la vie publique est essentiellement la vie publique telle qu'elle est orchestrée par l'État. Et bon, justement, si on pense à cette histoire de l'élection présidentielle, on voit bien maintenant qu'il y a en quelque sorte un seul événement qui constitue proprement la politique chez nous, c'est l'élection présidentielle. C'est-à-dire que maintenant, la campagne présidentielle, elle dure 5 ans, en fait, quoi. Voilà, donc il y a quelque chose qui fait que bon, c'est l'État qui fixe les agendas, c'est par rapport à ces décisions que se prennent éventuellement, disons, disons que s'initient des actions de résistance. Mais oui, voilà, il y a quand même une époque, bon, peut-être lointaine, où, disons, il y avait bon,
des partis politiques, des organisations, des associations qui, on va dire, avançaient leurs propres mots d'ordre, leurs propres idées, leurs propres revendications, qui avaient, on peut dire, une attitude offensive, donc qui créaient quelque chose comme une vie politique propre qui était alternative par rapport à celle qui était organisée par l'État. Alors ça, c'est de moins en moins vrai. Bon, il y a une époque où les partis politiques étaient en quelque sorte aussi des espèces de contre-pouvoirs effectifs qui étaient capables de créer une opinion publique, capables d'avoir, disons, des actions dynamiques dans la société, de promouvoir des formes égalitaires. Or, maintenant, bon, on peut dire que tous nos partis politiques sont essentiellement des partis fixés vraiment sur l'élection présidentielle. Bon, il y a eu une époque, effectivement, où la République, ça a voulu dire des choses différentes. Bon, en 1848, donc Deuxième République, c'était assez amusant parce qu'il y avait trois républiques. Ah, ça, j'adore ce passage. Oh, Jacques, je suis très heureux que vous en parliez. Allez-y. Parce que moi, j'ai l'impression de faire. Allez-y. Oui, allez-y. Bon, en 1848, il y avait la République, simple, quoi, sans adjectif. Ça, c'était le point de vue des républicains, des royalistes, qui disaient on est pour la République, on est pour la République, et puis point. Bon, c'est les mêmes, effectivement, qui ont inventé cette histoire d'élection présidentielle au suffrage universel qui a donné le pouvoir à Louis-Napoléon Bonaparte. Bon, donc il y avait la République, purement république, c'est-à-dire justement l'État autoritaire, quoi. Et puis il y avait la République démocratique, c'est-à-dire une République qui comprenait tout un secteur public, les clubs, les associations, la presse, donc tout un secteur véritablement, disons, de vie politique organisée non pas par l'État, mais organisée par en bas. Et puis, il y avait la République démocratique et sociale. Ça, c'était la République réalisée pas simplement, disons, dans un secteur particulier appelé politique, mais réalisée vraiment dans la vie, réalisée dans le monde économique et social. Bon, c'était la République des associations ouvrières, et ça a été un moment très, très fort. C'est celle que vous préférez, si j'ai bien lu votre texte, c'est celle-là que vous appelez de vos voeux. Parce que moi, j'aime beaucoup la deuxième. Celle des cercles. Mais bien sûr, mais à l'époque, je veux dire, il y avait un lien très fort, peut-être, il y avait un lien assez fort entre la seconde et la troisième, c'est ça. Mais malgré tout, bon, qui s'est quand même terminé un peu quand même par une espèce de clash, ou à un moment donné, où les socialistes ont dit, bon, tous ces républicains, démocrates, etc., ils nous ont trompés, ils nous ont trahis, et désormais, ce qu'il nous faut, c'est la sociale, et seulement la sociale, quoi. Oui. C'est-à-dire plus de ces politiciens, plus de ces avocats. Voilà, il y a eu ce moment, on peut dire, très fort, où on a eu ces trois visages de la République. Où l'une c'est carrément révélée comme étant simplement la monarchie, quoi, la monarchie sous un autre nom, et puis les deux autres sont quand même entrés en conflit. Il y a eu quand même ce conflit entre une république, oui, de la démocratie militante, centrée sur les concepts, disons, du peuple, de l'action démocratique, et puis il y a eu effectivement ce secteur de la République dans l'usine, de la République du travail. C'était un thème très, très important, quoi. Et bon, c'est des choses qu'on retrouve bien sûr en 1871, mais justement en 1871, au moment de la Commune, il y a cette espèce de rupture qui se marque, à savoir qu'il y a la République du travail. Bon, elle est là avec la Commune, même si dans la Commune, bon, il y a des gens qui ne sont pas ouvriers, il y a des tendances diverses qui se mêlent, mais il y a quand même ça fondamentalement. Et puis en face, il y a beaucoup de républicains démocrates, qui vont devenir tout le soutien de tiers, le soutien de la répression, qui vont créer une idée de la République aussi, justement. Je veux dire que si on pense à ce que veut dire aujourd'hui République et Front républicain, il y a un peu cette tradition-là, à savoir qu'il y a en 71 deux républiques. Hein. Il y a vraiment la République des Versaillais, et puis il y a la République de la Commune. Et aujourd'hui, Jacques, Sentier Battant vous demande, on serait dans quelle république? Est-ce qu'on serait dans une des trois? Est-ce qu'on serait dans une autre république? Et comment vous la définiriez? On est fondamentalement dans une république monarchiste, pas simplement parce que on a un type de pouvoir où finalement on peut dire tout le pouvoir du peuple consiste tous les 5 ans à se démettre en fonction d'une seule personne, quoi. Donc on peut dire qu'on est dans le premier type de république, le type de république monarchiste, et que justement que au fond ça explique d'une certaine façon tout un retour d'un certain républicanisme. C'est quand même très, très frappant, si vous voulez, même la référence justement des républicains, l'école de Jules Ferry, la France de Jules Ferry, c'est-à-dire aussi bien sûr la France des colonies, la France de l'Empire colonial. Bien sûr. Ouais. C'est-à-dire effectivement la France de celui qui en 1871 était de l'autre côté par rapport à la Commune, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est quand même
si on pense justement tout le battage qui a été fait sur les grandes valeurs de l'école républicaine, laïque, etc. L'école républicaine laïque vraiment forte, on peut dire, c'était celle des gens oui, qui ont fait la commune, ou bien de tout ce monde qui gravitait autour des idées de la commune, quoi. Et puis, bon, après, ce qui a triomphé finalement, c'est malgré tout notre République, et bon, qui a, on peut dire un peu rapetissé, réduit tout ce qu'il y avait de valeurs d'émancipation dans les grands idéaux, dans les véritables grands idéaux de République, disons, d'école républicaine laïque. Vous évoquez à plusieurs reprises le populisme, hein. Vous parlez enfin de ce qu'on appelle le populisme. Vous appelez ça d'ailleurs l'introuvable populisme. Il y a plusieurs questions dans le chat, par exemple. Il y a tout simplement encore un autre qui vous demande quelle est votre définition du populisme. La vôtre et puis celle qui est... Comment décrire ce qu'on entend par populisme aujourd'hui? Ah non, moi j'ai pas de définition du populisme, c'est-à-dire que parce que pour moi justement, enfin, le populisme est une notion qui est employée par le discours dominant et qui est une notion qui a, bon, qu'on ne peut pas définir en disant voilà la bonne définition parce que précisément, c'est une notion qui est faite pour confondre des choses qui C'est sont ça. complètement différentes. Donc dans l'idée de populisme, bon, il y a une, il y a beaucoup de choses en populisme. Bon, il y a déjà historiquement, bien sûr, les vieilles traditions léninistes ou les populistes. Bon, bah, c'est des gens qui sont justement à la remorque des classes dominées, à la remorque des ouvriers ou des paysans. Donc, au lieu d'être à l'avant-garde, ça c'est la définition léniniste, quoi. Bon, il y a bon, qui évidemment s'en prend à ceux qui en sont allés dans les campagnes pour essayer comme ça justement d'aider les paysans, de participer à leur vie, bon, et ainsi de suite. Bon, ça c'est la première définition du populisme, quoi. À savoir les populistes, bon, bah, c'est des gens qui sont en arrière de l'histoire, qui sont en arrière des masses au lieu d'être en avant. Bon. Il y a eu la deuxième définition historique qui a défini cette espèce de rapport du peuple à un homme providentiel qui incarne en quelque sorte ses valeurs. Bon, ça a été le populisme bon, latino-américain des années 30, bon, dont on sait qu'il a encore un peu des rejetons aujourd'hui, notamment dans l'Argentine de la famille Kirchner. Oui, il y a, et puis il y a ce populisme qu'on a commencé à évoquer à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle dans nos pays, qui justement qui a essayé de confondre deux choses complètement différentes. Premièrement, l'idée effectivement disons d'un pouvoir, d'un agir du peuple qui soit différent au fond de l'agir populaire réglé par le gouvernement, et puis par ailleurs des idées racistes d'extrême droite. Donc justement en 95, bon, il y a eu déjà c'était un de ces moments forts un peu de la contre-révolution intellectuelle, où les intellectuels ont expliqué que bon, ben, les ouvriers comme ça arc-boutés sur leurs privilèges archaïques, c'était à peu près la même chose que les nationalistes identitaires et xénophobes à la Le Pen, quoi. Et puis après ça, bon, c'est devenu un petit peu systématique, à savoir populiste, c'est à la fois ceux qui demandent que le mot démocratie ait un sens, donc, et puis c'est aussi bien sûr bon, bah, toute l'extrême droite, les racistes, les xénophobes. Il s'agit toujours de montrer finalement que bah, on a affaire à la même population arriérée. Donc voilà, populisme est une notion polémique, est une notion qui est, bon, fait partie d'une sorte d'arsenal polémique. Donc on ne peut pas la définir, on ne peut pas dire c'est ça le vrai populisme. Alors on peut dire voilà, il y a eu des définitions à un moment donné du populisme. Et puis maintenant, il y a un usage du mot populiste qui est précisément, disons, un usage confusionniste, ce qui fait que à chaque fois que bon, bah, on dit quelque chose qui n'est pas conforme au lexique officiel, à la rhétorique officielle, bon, bah, automatiquement, il est populiste. Alors, Méditation vous demande, puisque vous venez de parler de discours dominant, est-ce qu'il est créé, selon vous, en amont par un groupe de personnes influenceurs, ou est-il structurel? Comment ce Oui, discours dominant domine? je pense qu'il domine, oui, parce qu'il est structurel, parce qu'il domine, parce qu'il définit en quelque sorte au fond, les cadres même de ce qu'on voit, les cadres même de ce qu'on peut penser. Moi, je ne crois pas beaucoup au rôle des influenceurs, je ne crois pas beaucoup au rôle, bon, enfin, si, bien sûr, ça existe, les influenceurs, ça existe, bon, bon, les fake news, ça existe, mais je pense qu'on est trop fixé justement sur ces idées qui supposent justement que tout vient d'une manipulation, quoi, que si on pouvait remettre la main sur les manipulateurs et leur tordre le cou, ça irait bien. Non, non, vraiment
disons, le discours dominant, c'est plus que du discours, c'est pas, c'est quelque chose comme un ordre même de ce qu'on perçoit, de ce qu'on ressent, quoi. C'est-à-dire le discours dominant dit ce que nous voyons, dit ce que nous ressentons, dit les manières dont nous pouvons interpréter voilà, ce que nous voyons, ce que nous percevons. Moi, c'est ça que j'ai appelé partage du sensible. Au fond, le fait que, parce que ce que nous pensons, ce que nous disons est défini en quelque sorte d'abord parce que nous voyons, parce que nous ressentons, par la manière dont nous pouvons mettre des mots sur les choses que nous ressentons et que nous percevons, dont nous pouvons dire ça c'est un événement, ça en est pas, voilà, ceci c'est la cause de ça. Voilà, donc oui, c'est quelque chose qui est fondamentalement structurel. Alors bien sûr, c'est fait aussi à travers toute une série disons, de discours singuliers, de vision du monde singulière, aussi de structure. Bon, c'est dont on parlait tout à l'heure à propos des médias, quoi. J'essaie de dire, bon, les médias, c'est pas un groupe de menteurs, quoi. Non, c'est une formulation d'un ordre du monde qui, par ailleurs, se formule autrement, sous la forme, disons, des dictats gouvernementaux, sous la forme, disons, tout un discours de la sociologie, de la science politique, qui explique que les choses sont comme elles sont parce qu'elles sont comme elles sont et qu'elles ne peuvent pas être autrement que comme elles sont, quoi, voilà. Sur les fake news, on est quand même pris par le temps, donc on peut pas parler de tout. Et puis j'invite tout le monde. Alors là, il y a du monde dans l'amphi, hein, je peux vous le dire, hein, Jacques. Là, il y a du monde. Hein. Au moment où on se parle, on peut pas tout aborder. Je laisse ceux qui nous écoutent acheter le bouquin, enfin se le procurer d'une manière ou d'une autre. Mais il y a effectivement des pages extrêmement intéressantes où vous prenez le contre-pied sur les fake news. Si vous voulez en dire un mot, on peut en dire un mot. Sinon, j'aimerais qu'on passe à la question de la haine de la démocratie, puisque vous revenez sur votre grand ouvrage à plusieurs reprises dans celui-ci. Vous voulez parler des fake news 2 minutes ou pas, sur l'utilisation en fait qui est faite des fake news. Oui, non, mais bon, la grande thématique autour des fake news relève toujours de la même idée, à savoir que, bon, finalement, si les gens votent pas comme il faut, si les gens ont des idées réactionnaires, et ainsi de suite, bah, c'est parce qu'ils sont trompés, quoi. Et c'est toujours la vieille idée, bon, du XVIIIe siècle, des prêtres qui trompent le peuple, quoi. Et bon, moi, j'ai essayé de dire, bon, il faut en sortir avec cette histoire-là. Les gens qui adhèrent à un discours, disons, dont ils savent finalement qui est faux, quoi. Bon, c'est pas qu'ils le prennent pour vrai, c'est que bon, c'est ce qu'ils ont envie d'entendre. Bon, on nous a fait vraiment bassiner avec l'idée que les 75 millions d'électeurs de Trump, c'était des pauvres malheureux un peu arriérés, voilà, un peu populistes, trompés par les fake news. Non, c'est des gens qui ont envie d'entendre ce que Trump leur raconte, qui se reconnaissent dans le monde, le type de monde que ses paroles construisent, que ses attitudes construisent. Donc voilà, moi je pense qu'il faut un peu sortir toujours de ces explications en termes de ah ben les gens comprennent pas, on leur a pas expliqué, pas bien expliqué, ils sont mais non, 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 c'est pas une question de comprendre ou pas comprendre. Encore une fois, c'est au fond, voilà, bon, disons un type comme Trump propose aux gens une image dans laquelle ils peuvent se reconnaître. Et bon, mais effectivement, c'est assez agréable de se reconnaître dans ce genre d'image, en fait. C'est ce que vous expliquez à plusieurs reprises dans le livre, hein, c'est cette idée que le peuple serait soit manipulé par les prêtres, soit répondrait à la définition de Gustave Le Bon de cette foule unique qui agit comme un seul homme parce que elle est menée à la baguette, quoi. Cette grande théorie un petit peu des masses, les masses menées par les meneurs, les masses irrationnelles, effectivement, bon, qui a été extrêmement en faveur, bon, après la Commune, c'est-à-dire qu'à un moment donné où, disons, vraiment, la bourgeoisie a eu peur. La bourgeoisie a eu peur et d'une certaine façon, cette peur s'est cristallisée dans cette idée d'une sorte de foule absolument monstrueuse, transformée en puissance irrationnelle par le fait même qu'elle est foule, quoi. Et oui, alors bon, on a toujours ça plus ou moins derrière ça. C'est-à-dire, lorsqu'on pense à la diffusion de toutes les idées d'extrême droite aujourd'hui, on a toujours ces espèces d'idées de la foule irrationnelle menée par des meneurs, quoi. Alors,
bon, je veux dire, ce qui est intéressant dans la conjoncture actuelle, c'est qu'on voit bien que ces idées sont manipulées par des gens qui sont des gens tout à fait distingués, des gens qui occupent des positions dans l'appareil d'État, dans les médias dominants, dans le monde intellectuel, et que donc, bon, il faut cesser un petit peu de penser, disons, la puissance des idées d'extrême droite dans notre monde, comme le fait toujours de populations arriérées menées par des meneurs. De la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, j'ai l'impression qu'il y a un mot. S'il fallait retenir de la lecture de votre ouvrage un mot, c'est l'égalité. Ça, c'est quelque chose pour vous qui est central. Vous en parlez à plusieurs reprises, c'est-à-dire le combat, on va dire, entre l'égalité et les inégalités. Alors, d'ailleurs, vous avez un texte qui s'appelle La haine de l'égalité. Donc l'égalité en deux mots, hein, pas la légalité, l'égalité. Vous nous écrivez, vous nous dites, la haine de la démocratie, ce n'est pas simplement une haine visant des institutions, c'est une haine de l'égalité comme telle. Oui, bon, l'égalité, pour moi, parce que mon idée sur de l'égalité, bon, j'en ai souvent parlé, bon, c'est au cœur du livre que vous citiez tout à l'heure, bon, le maître ignorant, quoi. Bon, disons, l'égalité, c'est d'abord, ce n'est pas une mesure, quoi. Au fond, l'égalité, c'est quelque chose comme vraiment à la fois un principe et un processus, quoi. C'est-à-dire que, et c'est ce qui vraiment construit un monde, quoi. Bon, au fond, dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos paroles aussi, on peut dire qu'il y a comme une espèce de clivage, c'est-à-dire que on construit un monde commun. Dans tout ce qu'on fait, on construit un certain type de monde commun. Effectivement, on peut construire deux types de monde commun. On peut construire un type de monde commun où tout le monde est censé avoir la même capacité, ou un type de monde commun dans lequel, bon, il y a des gens qui sont complètement, de toute façon, disons, à la traîne, complètement arriérés, complètement idiots, et puis il y a des gens qui peuvent les diriger. Et c'est ça, bon, fondamentalement pour moi, qui est dans l'idée d'égalité, c'est-à-dire que, bon, la grande idée donc de Jacques Otto que j'ai suivi, c'est ça. Bon, c'est l'égalité, c'est pas un but vers lequel on va, c'est pas, voilà, c'est un principe dont on part et que on essaye de vérifier, quoi. Alors effectivement, bon, si par exemple la démocratie a un sens comme pouvoir du peuple, ça veut dire un pouvoir qui est justement le pouvoir de n'importe qui, un pouvoir qui est partagé par n'importe qui. C'est pour ça que c'est un mot qui est bon, c'est un mot qui est très fort, mais et justement qu'il faut cesser d'opposer toujours à la liberté, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de vision un peu très intéressée, bien sûr, à la fois niaise et en même temps intéressée, quoi, sur lesquels la liberté, bon, c'est chacun peut faire ce qu'il veut, c'est formidable, c'est voilà, c'est l'énergie mise en action, et puis l'égalité, c'est oh là là, la grisaille, tout le monde est pareil, et puis ça se termine par le coup près de la guillotine où il y a les balles de la Tchéka, quoi. Bon, non, je veux dire que bon, un autre que moi, bon, Étienne Balibar a souvent insisté sur la notion d'égal liberté, quoi, pour dire que fondamentalement, oui, bon, égalité et liberté, on peut dire dans leur cœur véritablement démocratique, dans un sens, bon, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire, c'est le pouvoir qu'on exerce au nom de la capacité que tout le monde possède, au nom de la capacité qu'on reconnaît à tout le monde. Alors Jacques, il faut dire que quand on lit votre livre, faut avoir le moral, hein. Faut être en forme parce que vous nous plombez. Mais alors d'une manière qui est quand même assez géniale. Il y a chaque page des fulgurances, par exemple, page 187, toujours sur la question de la haine de la démocratie, vous nous écrivez: on a vu en effet se développer dans des pays qui s'appelaient eux-mêmes des démocraties une critique de plus en plus virulente de la démocratie. Alors ça, c'est un texte de 2019. Donc, parce que plus ça va, moins vous êtes, vous êtes optimiste quand même. Hein. Heureusement, l'écriture est enlevée, donc il y a une espèce d'énergie, il y a une vitalité qui fait que on se dit bon, c'est bon, on va continuer à lire. Mais c'est dur quand même. Mais c'est beau, mais c'est dur, non? Les démocraties qui ne croient pas en elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait là? Oui, non, parce qu'on appelle démocratie aujourd'hui simplement bon, le système représentatif, et un système représentatif qui a été, on peut dire, renforcé dans un sens monarchique, parce que justement, je pense qu'il y a vraiment il y a deux distinctions à faire, quoi. Premièrement, la représentation, c'est pas la démocratie. La représentation, c'est quelque chose qui a été inventé justement par des gens qui avaient la hantise de la démocratie, c'est-à-dire la hantise justement toujours un peu de ces masses supposées ignorantes et bon, qui allaient finalement ruiner la possibilité même d'un gouvernement ordonné et équilibré. Donc au départ,
représentation et démocratie, ce sont deux choses qui sont complètement différentes, quoi. C'est-à-dire, bon, la représentation, ça veut dire, bon, ben, il y a des gens qui sont capables de diriger les autres, de les représenter, de représenter les grands intérêts de la société, et puis il y a les autres, quoi. Bon, ce qui est le contraire de la démocratie. Ça, c'est une première chose. Mais quand même, représentation à l'origine, ça supposait quand même qu'il y avait un rapport très très fort entre les représentants et les représentés. Bon, si on prend, disons, à l'idéologie des fondateurs de la Constitution américaine, voilà, il y avait comme cette idée que les représentants n'étaient en quelque sorte que les meilleurs de leur classe, les meilleurs, et voilà, et disons, pas les meilleurs au sens de plus intelligents, mais bon, plus capables et en même temps plus dévoués au bien public, quoi. Mais ça voulait dire aussi qu'il devait y avoir un lien très très fort et permanent. Bon, les premières constitutions américaines, les représentants étaient élus tous les ans, ils étaient révocables, ils étaient constamment, on peut dire, sous le contrôle de leurs électeurs. Or, on voit bien que même tout ça a été abandonné, c'est-à-dire que aujourd'hui, la représentation, effectivement, c'est simplement maintenant le fait que, oui, tous les 5 ans, on va élire quoi? On va élire donc un républicain, bon, complètement convaincu par les idées de l'extrême droite, mais qui sera là pour nous défendre contre ces idées de l'extrême droite. Et voilà, donc il y a vraiment une espèce de déni total de ce que peut signifier un mot. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans des pays qui s'appellent des démocraties, mais la démocratie, c'est pas un État, justement. Pour moi, c'est même pas une forme de gouvernement. Démocratie, c'est une forme d'action. C'est une forme d'action qui est fondée sur sur la présupposition de capacité de tous. Donc, Monique Chemillé-Gendreau me disait dans le film que j'avais fait, Un péquicien sage, la démocratie, c'est un horizon. J'aime pas trop, moi, les horizons. J'aime pas trop les horizons. Je dirais plutôt que c'est pas un horizon, c'est plutôt un arrière-fond, quoi, d'une certaine façon. En même temps, non, pour moi, c'est un processus, quoi. C'est un processus. C'est-à-dire que, oui, on part d'une certaine, c'est un peu comme les maximes kantiennes, quoi. Voilà, bon, voilà, on agit dans la présupposition que tout le monde est capable d'agir en tant qu'être possédant la même intelligence. Voilà, bon, c'est ça fondamentalement qui fonde, on va dire, la vie démocratique. Mais justement, bon, c'est pas quelque chose qui se traduit en termes d'institutions, et on est un peu perdu si on dit on vit dans des démocraties, parce qu'on a complètement oublié le sens du mot. Donc moi, je dis toujours, il n'y a pas des démocraties, il y a de la démocratie. Alors il y a plus ou moins de démocratie dans nos institutions, dans notre vie publique. Mais bon, c'est vrai que, voilà, on est quand même maintenant dans cette situation où il y a de moins en moins de démocratie dans notre vie publique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre de libertés fondamentales qui sont, bon, qui sont quand même grossièrement, enfin en gros, bon, respectées dans nos sociétés, qui ne sont pas dans l'autre. Et bon, c'est une chose quand même, bien sûr, qui compte énormément. Mais il faut quand même essayer de donner un petit peu un sens aux mots, de savoir ce qu'on dit. Alors, eh bien, or, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est effectivement qu'en gros, démocratie, ça veut dire gouvernement des pays riches, point. Dans votre livre, il y a des formes de démocratie que vous semblez particulièrement aimer. Il y a notamment la question des places occupées, qui, je vais faire un mauvais jeu de mots, occupe une grande place dans votre livre. Hein. Occupy Wall Street, hein, alors là, vous y revenez. Figurez-vous que pendant les jours qui précédaient cette émission, j'ai lu des chapitres entiers de votre livre. J'ai essayé de lire ça le mieux possible, et notamment certains chapitres sur Occupy Wall Street, sur les Gilets jaunes, sur cette forme de démocratie. Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui, sachant que c'est vraiment central, me semble-t-il, dans ce recueil de textes? C'est central, bon, dans une partie du recueil, puisque bon, ce recueil est structuré, vous l'avez dit, en 3 parties, quoi. La première partie qui est consacrée à ce que j'ai appelé le racisme d'en haut, c'est-à-dire, bon, ce dont on a largement parlé, à savoir le retournement de toute une tradition progressiste, finalement, au service de cette vision d'en haut, qui feint de combattre le racisme et la xénophobie, qui en même temps les encourage, quoi. Bon, la deuxième partie que j'appelais la non-démocratie en Amérique, qui suit un petit peu ce chemin, quoi, à savoir comment cette Amérique qui proclamait par la bouche de Fukuyama en 91, disons, voilà, qu'on était rentré dans le règne de la démocratie. En même temps, elle envoyait ses armes lourdes en Irak. Irak. Et puis, bon,
Il y a eu tout un processus qui a abouti à ce qu'on a vu en 2020, à savoir, bon, disons, la résistance de Trump à l'idée même qu'il avait été battu, quoi. Bon, ça, et puis la troisième partie où j'essayais de C'est celle-là. par rapport à cet ordre consensuel un peu écrasant, ben, de voir ce qui existait finalement comme forme de réaction à cet ordre consensuel. Bon, ça veut pas dire forcément que je vais dire, voilà, c'est ça la voie de l'avenir, c'est ça qu'il Bien faut faire. sûr, bien Non, sûr. Mais, bon, mais il y a un ordre dominant écrasant, que j'ai essayé un petit peu de décortiquer en deux chapitres, mais dans le troisième, j'essaye de voir ce qui s'est opposé effectivement à cet ordre dominant, ce qui a essayé de se construire comme forme de démocratie. Bon, à savoir, oui, il y a eu les mouvements des places, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu des actions, il y a eu aussi un certain nombre disons, de grèves de masse, voilà, des actions qui ont essayé de faire exister un autre peuple. Bon, c'est ça qui, pour moi, toujours au fond, la question, quoi. C'est-à-dire que pour moi, un peuple, c'est pas quelque chose, une espèce de base, c'est pas une population, c'est pas un corps collectif. Un peuple, c'est un résultat, quoi. Bon, l'ordre dominant crée un certain type de peuple, quoi. Et puis il y a des mouvements qui essayent de créer un autre type de peuple, c'est-à-dire, bon voilà, tout d'un coup, sur les places, il y a quelque chose comme un peuple se déclare un peuple des anonymes, un peuple des gens qui représentent rien de particulier, même si un certain nombre sont des militants de telle ou telle cause déterminée. Et puis ce peuple essaye de se construire sur un mode qui est un mode radicalement égalitaire, c'est-à-dire en disant bon, qu'il n'y a pas de bon, il y a pas de leader, il n'y a plus de hiérarchie, que la parole de tous compte. Alors, bon, bon, c'est un. Bien sûr, c'est ce moment, vous écrivez, où le négociable devient non négociable. oui, ça, c'est dans la question, ça, c'était dans disons, au fond, à propos des Gilets jaunes C'est ça. que je disais ça. Non, parce qu'il y a toujours des gens, si vous voulez, qui opposent, enfin, il y a toujours une vieille tradition comme ça, qui oppose, disons, le politique au social, quoi, où il y a les négociations, ça, c'est c'est l'ordre du social, bon, c'est des petits trucs un peu plus ou moins, bon, ça concerne l'intérêt, ça concerne les salaires, bon, on considère que c'est un peu, bon, c'est sympathique, mais en même temps, c'est pas de la grande politique, quoi. Et puis, il y aura en face vraiment la vraie politique, quoi. Alors bon, donc effectivement, or bon, ce que j'ai essayé de dire, c'est que bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire que la politique, elle se fait souvent à partir de toutes petites choses. Bon, en l'occurrence, c'était la fameuse taxe sur les carburants, mais on peut penser à ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps au Chili avec l'augmentation des transports publics, et dans beaucoup de pays. Bon, ce qui s'est passé bien sûr en Tunisie à partir bon, disons, du suicide de ce marchand, ce vendeur ambulant. Voilà, c'est à savoir que bon, beaucoup de mouvements démocratiques partent non pas d'un drapeau, disons, défend la démocratie, mais partent de petites choses Bien sûr. qui sont comme des témoignages, disons, frappants de l'inégalité, quoi. Ils se mettent en marche par rapport à ça. Et puis simplement, il y a un processus, une espèce de dynamique interne qui se crée, quoi. Ce qui fait que, effectivement, ce qui est négociable, ce qui est de l'ordre de la revendication qu'on adresse à quelqu'un qui peut y répondre, devient du non négociable. C'est-à-dire qu'à partir de ce qui paraît vraiment être un truc un peu mesquin, un peu, voilà, bon, l'augmentation d'une taxe sur l'essence, on voit se constituer un groupe qui adopte un certain type un certain type de vie démocratique, qui petit à petit transforme cette revendication particulière en quelque chose comme une contestation générale de l'ordre dans lequel on est, quoi. Et effectivement, c'est-à-dire qu'il y a ce moment qui est un peu dans tous les mouvements populaires importants, quoi, où le négociable, c'est-à-dire bon, une revendication précise, une inégalité précise, devient non négociable, parce que tout d'un coup, c'est l'ordre entier du monde dans lequel on vit qui se trouve mis en question. Le flanc mouflu vous demande, je suis désolé Jacques pour les pseudos, hein. Comment, Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Oui. si l'on peut, réconcilier deux mondes? Alors, celui des Gilets jaunes et celui symbolisé Oui. par le milieu politico-média. Doit-on vouloir se réconcilier? Faut-il faire sécession? Se battre? Se révolter? Se réconcilier, enfin, je veux dire que tout dépend, disons, de la manière dont on pense, les positions ou les partis qui seraient à concilier, quoi. C'est-à-dire il y a effectivement du non négociable. Bon, il y a une sphère, du pouvoir, une sphère de l'ordre dominant, une sphère donc disons, bah, où il y a cette espèce d'intrication étroite entre pouvoir financier, pouvoir étatique, pouvoir médiatique.
je veux dire, bon, qui poursuit clairement, disons, bon, une démarche, bon, inégalitaire, une démarche pour transformer, on peut dire, toute forme de vie sociale en quelque chose qui est marchandisé, en quelque chose qui est organisé selon la loi du marché, selon la loi du profit. Donc, il y a cet ordre-là, bon, avec lequel je pense qu'il est difficile, il est difficile de négocier, quoi. Bon, je veux dire, d'une certaine façon, bon, on n'a pas le choix, quoi. C'est-à-dire que ou bien on marche dans cet ordre-là, ou bien on fait un pas de côté. Il y a toutes sortes de pas de côté. Les pas de côté sont plus ou moins violents, plus ou moins pacifiques. Mais je ne pense pas qu'actuellement, il y ait de négociations possibles entre cet ordre, bon, inégalitaire renforcé, du capitalisme absolutisé, de l'ordre représentatif monarchisé, bon, de cette espèce d'ordre intellectuel dominant, et puis, disons, les gens qui essayent de vivre selon l'égalité. Je ne pense pas qu'actuellement, il y ait de réconciliation possible. Alors après ça, effectivement, bon, on vit dans ce monde. On essaye tous de vivre dans ce monde qui est un monde structuré vraiment par un ordre inégalitaire extrêmement fort. Mais bon, on essaye d'y constituer quelque chose aussi comme des formes de vie qui soient vivables. C'est-à-dire, peut-être, on est toujours dans cette espèce d'ambiguïté où d'un côté, bon, voilà, on lutte pour un autre monde et en même temps, on crée, on essaye de créer, dire, sur le terrain, dans le présent, des fragments de cet autre monde. Alors, comme on est au poste, je suis quand même, j'ai quand même le plaisir de parler avec vous de la police et de l'État, puisqu'il en est question à plusieurs reprises, spécifiquement dans votre livre, notamment page 59, où vous nous dites c'est la nature même de l'État que d'être un État policier, une institution qui fixe et contrôle les identités, les places et les déplacements, une institution en lutte permanente contre tout excédent au décompte des identités qu'il opère, c'est-à-dire aussi contre cet excès sur les logiques identitaires que constitue l'action des sujets politiques. Ce travail est rendu plus insistant par l'ordre économique mondial. Nos États sont de moins en moins capables de contrecarrer les effets destructeurs de la libre circulation des capitaux pour les communautés dont ils ont la charge. Ils en sont d'autant moins capables qu'ils en ont aucunement désir. Ils se rabattent alors sur ce qui est en leur pouvoir, la circulation des personnes. Oui, bon, bon, je rappelle que pour moi, d'abord, bon, la police, bon, avant d'être le fait qu'on tape sur des manifestants, bon, bien sûr, la police, c'est d'abord un ordre du monde. C'est un ordre du monde où justement, chacun doit être à sa place. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de décompte, en quelque sorte, des parties de l'ordre social, de la place que chacun occupe, de la fonction dans laquelle on doit se tenir. Bon, quelque chose un peu comme, disons, la République platonicienne, quoi, où il y a ceux qui gouvernent, il y a ceux qui se battent, et puis il y a ceux qui produisent. Voilà, pour moi, d'abord, la police, c'est ça, c'est un ordre du monde, et d'une certaine façon, bon, disons, la police, bon, empirique, bon, celle qui fait circuler dans les rues, celle qui fait, selon des modalités plus ou moins violentes, bon, c'est quelque chose comme une matérialisation, un instrument, un instrument de cette police plus globale qui met un petit peu chacun et chacune à sa place dans l'ordre des choses. Voilà. Alors, bon, j'ai essayé de dire que, bon, il y a de la politique à partir du moment où il y a quelque chose comme un supplément par rapport à cet ordre des choses. Où tout d'un coup, justement, bon, au fond, il y a des gens, il y a des groupes qui Vous êtes un décident. peu plus radical dans votre livre, hein, excusez-moi. Oui, oui. Non, non, mais page 211, dans le texte «Défaire les confusions servant l'ordre dominant», vous nous expliquez quand même que c'est la haine intellectuelle de la démocratie qui s'est de plus en plus montrée comme le simple accompagnement idéologique du développement vertigineux des inégalités en tout genre et de l'accroissement du pouvoir policier sur les individus. Oui, non, mais je veux dire que C'est pas rien, là. non, 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 mais non, non, mais il s'agit pas d'être plus ou moins, virulent. Bon, j'essaye d'abord d'un peu de cadrer un petit peu les choses, à partir des choses dans lesquelles effectivement disons, s'instaure cette espèce oui, de rapport violent, justement, de l'État, par rapport à tous ceux qui veulent faire exister autre chose, que l'ordre du monde que l'État construit avec les puissances financières.
page 199, vous nous amenez à l'actualité brûlante, celle de la campagne électorale dont vous venez de dire tout à l'heure, c'était assez génial, qu'elle dure 5 ans en réalité. Vous écrivez, page 199, nous entendons continuellement dénoncer les pratiques de propagande électorale menées sur le modèle de la publicité marchande. Mais ces critiques qui dénoncent la pression exercée sur le libre choix des électeurs se dispensent de voir que c'est dans l'idée même du choix que réside la captation de la liberté, dans les filets de la raison marchande. Jacques, est-ce que ça veut dire que vous ne vous occupez absolument pas de la campagne présidentielle qui est en cours? Bon, il y a deux choses. Bon, effectivement. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Alors bon, je dis toujours que je ne dis jamais ce qu'il faut faire. Bon, passons, répétons-le une dernière fois. Ben, bien sûr. Non, mais je Mais on pense est entre nous. il y a deux niveaux. Il y a un niveau fondamental qui est que on a réduit effectivement la liberté à justement le fait de choisir. On choisit entre deux produits, quoi. Parce qu'effectivement, il y a quand même une espèce de restriction énorme de l'idée de liberté. Et justement, quand on parlait du lien entre égalité et liberté, précisément, la liberté, c'est d'abord une capacité d'agir, quoi. Or, effectivement, c'est uniquement une capacité de choisir entre les offres qu'on vous présente. C'est-à-dire qu'effectivement, on est quand même là dans une logique qui est purement une logique économique, une logique de marché. C'est une première chose, quoi. Donc voilà, on est par rapport à ça, on est au milieu de ça, et puis bon, on a une campagne électorale, qui est quand même complètement, je dirais, quand même piégée dès le départ, et où moi, effectivement, moi, je ne suis pas chef de groupe, je ne fais Non, dire bien de sûr, rien, bien sûr, bien et sûr, donc bien par sûr. conséquent, je dis que bon, moi, j'y participe pas parce que je pense que malgré tout, ça fait partie d'un processus, de, Mais disons, par de exemple, d'animation. vous ne pensez pas y participer là, en ce moment même? Puisque quand même, Ah ben ça, malgré... vous créez de l'intelligence, vous créez du débat, donc vous y participez. Ce que vous voulez dire, non, c'est que non, vous participez pas aux péripéties, aux petites phrases et aux petits machins, quoi. Vous n'êtes pas dans le non, ça veut dire commentariat. que bon, disons, je parle des choses qui se passent en ce moment. Les choses qui se passent en ce moment, ça peut être les gilets jaunes, ça peut être l'invasion de l'Irak, ça peut être un contexte d'élection, mais disons les contextes. Bon, il y a certains textes, qui se réfèrent à que j'ai écrits. Bon, il y en a au moins un là qui se réfère à une élection, qui est l'élection de 2007. Absolument. Bon, voilà. Donc c'est des choses dont je parle éventuellement, mais c'est pas des choses à l'intérieur desquelles, je me situe, quoi. Moi, je me situe dans un espace oui, un petit peu de réflexion sur l'action commune, sur les formes de l'action commune, voilà, bon, qui est confronté à un certain nombre de choses qui se passent, quoi. Et oui, malgré tout, la manière dont j'essaie de m'y confronter, c'est aujourd'hui, c'est de dire bon, on est fichu tant qu'on s'inscrit uniquement à l'intérieur de cette vie publique organisée par l'État, quoi. C'est-à-dire que bon, il faut pouvoir penser, oui, disons, il faut tout un espace d'action, un espace de pensée qui soit autonome par rapport à ça. Sans ça, il y a aucun espoir. Valeur anarchiste, dans le chat, vous demande comment fait-on pour diluer le pouvoir avec un système pyramidal? Ça, je ne comprends pas la question. Alors, je pense que la question, c'est comment on fait pour mettre en avant les contre-pouvoirs, finalement, pour faire en sorte que ce pouvoir soit moins vertical, soit moins pyramidal, soit moins dirigiste. Oui, Et- ça, je sais pas, mais on peut aussi pour l'entendre autrement, à savoir que le pouvoir dominant se dilue aussi, précisément, à travers les étages l'étage de la pyramide. Oui, non, moi je pense que encore une fois, pour moi, le problème, c'est est-ce qu'on peut constituer je disais tout à l'heure, des espaces d'action, des espaces de pouvoir qui soient autonomes, c'est-à-dire, bon, mais bien sûr, qui tiennent compte de la situation où nous sommes, qui tiennent compte, bien sûr, de l'État et ainsi de suite, mais qui en même temps essayent d'avoir leurs propres agendas, leur propre ligne d'action. Voilà, pour moi, c'est la chose fondamentale. Et effectivement, bon, vous dites que ça gagne de valeurs anarchistes. Oui, d'une certaine façon, la tradition anarchiste, c'était la tradition que précisément on agit de diverses manières. On agit sous des formes revendicatives, sous des formes d'action de masse. On agit aussi sous la forme de création d'institutions, de coopératives, toutes sortes de choses. Mais voilà, on essaye de créer des fragments d'un monde qui soit autonome, relativement autonome par rapport, disons, à la logique
logique, à la logique de l'État et de la représentation. Pour moi, c'est ça c'est ça qui est possible. C'est ça qui est effectivement la tradition dont je me sens plus ou moins proche, quoi. Ah bah, je pense que Valeurs Anarchistes doit être très content de vous entendre. Valeurs Anarchistes, pour information, Jacques, c'est lui qui m'a fait ce petit néon en métal. Et à l'heure où on se parle, il est en train de nous écouter en travaillant le métal dans son atelier. C'est un artisan et que je salue, que je découvre dans la communauté d'Oppost. Est-ce que vous vous sentez seul? C'est un peu le sens d'une question dans le chat qui dit ce n'est pas une critique à l'encontre de Jacques Ansière, mais est-ce qu'il ne manque pas des intellectuels qui osent prendre position ou proposer de nouvelles formes de combat? Alors je sais que vous n'êtes pas à l'aise, enfin vous n'aimez pas le statut d'intellectuel. Il y a des très beaux passages dans votre livre là-dessus, mais on comprend ce que ça veut dire, quoi. Est-ce que vous vous Encore sentez une fois, seul? moi, je me sens seul. Bon, pour moi, c'est pas un problème, si vous voulez. Bon, j'ai pas besoin forcément d'être entouré, d'être entouré. Bon, oui, je me sens assez seul parce que, oui, bon, bien sûr, je suis pas dans la logique et la logique dominante et je suis pas non plus, disons, dans les contre-logiques, bon, qui fonctionnent actuellement. C'est-à-dire que bon, on voit bien qu'il y a tout un retour comme ça, des gens qui disent, bon, donc notamment bon, autour bien sûr des questions climatiques, des questions écologiques. On voit bien qu'il y a toute une série de militantisme, soit qui disent bon, le militantisme à l'ancienne c'est fini, désormais il n'y a plus qu'une seule question, il n'y a plus qu'une seule chose, bon, c'est la défense de la planète, et donc tout doit être repensé en fonction de ça, quoi. Bon, il y a de l'autre côté au contraire les gens qui disent ben voilà, la crise climatique, enfin bon, crise c'est leur mot, bien sûr, c'est pas le mien, disons les désastres écologiques, c'est la conséquence du capitalisme, donc il faut revenir à Marx, il faut voilà, reconstituer le mouvement ouvrier, les organisations d'avant-garde pour lutter contre le capitalisme, pour sauver la planète. Voilà, bon, il y a toutes sortes de militantisme comme ça, alternatif aujourd'hui, dans lesquels je ne me sens pas vraiment non plus, quoi. Donc, oui, je peux dire que je me sens seul, en même temps, c'est pas grave. Enfin, je ne suis pas chef de parti, donc si j'ai pas d'adhérents, c'est pas grave, quoi. Mais, et puis, bon, je suis quelqu'un qui peut supporter la solitude. En même temps, ça ne veut pas dire du tout que je me considère comme une espèce d'individualité héroïque, voilà, vraiment comme ça, allant à l'encontre du monde. Non, voilà, bon, j'essaye de dire un peu ce que je pense, ce que j'ai appris, de le faire partager quand on me le demande, et puis c'est tout, quoi. Encore deux, trois questions si ça vous va, Jacques, et puis après on arrête parce que là on a déjà dépassé l'heure. Alors il y a beaucoup de questions sur l'anti-wokisme, le wokisme, etc. Et notamment de par votre statut d'universitaire. Est-ce que vous voulez parler de ça? Vous en parlez également dans le livre. Est-ce que ça vous paraît être un sujet central? Bon, d'abord, je dois quand même dire que, bon, moi, j'ai quitté l'université il y a plus de 20 ans, hein. Donc, par conséquent, si vous voulez, disons, juger ce qui se passe à Enfin, l'université, disons que vous avez un peu marqué la crèmerie, hein. d'accord. Bon, mais bon, j'ai l'impression effectivement que alors là, bon, on est vraiment dans, disons, toujours dans le prolongement de cette grande idéologie républicaine, effectivement. Et bon, la fameuse lutte contre le communautarisme, et voilà, bon, on essaye de nous faire croire que désormais l'université, disons, la grande catastrophe universitaire, c'est le développement donc de ces idéologies wokistes, pour ne pas dire bon, islamo-gauchistes. Oui, bon, je veux dire que je pense que vraiment, disons, il y a d'autres problèmes à l'université aujourd'hui, que oui, on est bon, que disons ces grandes campagnes contre le wokisme, contre l'islamo-gauchisme, ça, bon, d'une part, bon, ça relègue une espèce de routine républicaine. D'ailleurs, c'est très frappant lorsqu'il y a eu cette fameuse lettre comme ça de 100 personnes soutenant disons, Blanquer sur la question de l'islamo-gauchisme. Bon, elle était essentiellement signée par des gens de ma génération, c'est-à-dire des gens qui sont eux-mêmes à la retraite depuis assez longtemps, c'est-à-dire des gens qui poursuivent un petit peu leur espèce de rengaine, de ressentiment contre justement voilà, tout ce qui leur déplaît, bon, ces histoires du postcolonial, du décolonial. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Il y a là, comme dans toute chose, bon, des théories qui sont solides, d'autres qui ne sont pas solides, des actions qui sont idiotes, des actions qui ne le sont pas, quoi. Mais fondamentalement, c'est quand même pas ça, c'est pas ça l'actualité, c'est pas ça vraiment, disons,
ce qui vraiment est l'enjeu universitaire aujourd'hui. Mais bon, voilà, il y a d'une part, bon, Mais là, Jacques, qu'est-ce qu'on fait? On part de ce constat que je partage tout à fait avec vous, de dire c'est pas le sujet, et donc on n'en parle pas, au risque de voir ce sujet grossir, accaparer les esprits, le temps, c'est très très compliqué de s'extraire de ça, non? écoutez, je vous dis, moi, vraiment, bon, c'est une question vraiment de choix individuel. Bon, moi, je vous dis, moi, j'ai quitté de toute façon, j'ai quitté l'université il y a 20 ans, donc je suis forcément extrait de ça. Bon, il y a des gens qui ont quitté en même temps que moi, mais qui ne sont pas extraits. Bon, je veux dire ça, c'est parce que ça fait partie un petit peu de leur rumination, quoi. Mais bon, on peut en parler, mais à ce moment-là, on peut en parler, je dirais, Comme sur un des durées. mécanisme et non pas répondre aux critiques une par une, quoi. C'est ça que vous voulez dire, en fait. Oui et non. C'est-à-dire que bon, il faut, disons, essayer de voir ce qui effectivement, bon, relève de la réflexion sur les formes de rationalité, et puis ce qui simplement, effectivement, bon, relève un peu de l'idéologie courante, quoi. Alors, mon cher Jacques, vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seul, hein, puisqu'il y a beaucoup de monde ce matin. Je vais vous poser deux petites questions. Il y en a beaucoup. Malheureusement, on peut pas toutes les prendre du chat. Alors, il y a quelqu'un qui s'est trompé, qui a donné son numéro de téléphone en tant que pseudo, donc je vais pas, je vais pas le donner à l'antenne, mais qui vous dit: est-ce que Monsieur Rancière a un avis sur le fait que le peuple s'est laissé faire lors des Gilets jaunes si le gouvernement avait été d'extrême droite? Aurions-nous laissé faire aussi facilement? Franchement, je dirais que bon, effectivement, bon, nos gouvernements ont cette légitimité qu'ils ont été élus en principe pour faire barrage à l'extrême droite. Donc, ils ont cette espèce, enfin, si on veut bien le reconnaître, ils ont cette espèce donc de légitimité républicaine avec tous les guillemets que vous voudrez. Euh, donc, je ne sais pas si la question a vraiment un sens parce que tous nos gouvernements sont là disons, au nom de si j'étais pas là, sur l'extrême droite, qui y serait, quoi. Et en même temps, bon, disons, leurs politiques sont de plus en plus semblables. Bon, qu'ils soient, Vous pensez réellement que la différence est infime, en fait? la différence est infime. Enfin, je veux dire, si on prend les derniers, Est-ce si on qu'elle n'est pas prend, infime disons, pour vous, pour moi, blanc, intégré, etc., et serait un peu plus grande pour d'autres? écoutez, franchement, je ne sais pas, par exemple, ce que ces autres ont gagné à la présidence socialiste et au gouvernement socialiste. Malgré tout, je pense que, oui, on est quand même dans cette logique un peu pernicieuse où un certain nombre, justement, disons, d'avancées de l'inégalité ont été possibles parce que nous avions des chefs d'État ou des gouvernements qui se réclamaient de la gauche et qui se réclamaient du socialisme. Enfin, je dirais que malgré tout, disons, voilà, beaucoup de grands mouvements ont eu lieu, bon, disons, un peu en réaction à des pouvoirs de droite. Bon, est-ce qu'en 95, disons, avec un pouvoir de gauche, disons, ça aurait été, on aurait eu les mêmes facilités pour créer une espèce de contre-peuple? J'en suis pas sûr. Et donc, non, disons, moi, bien sûr, on peut toujours dire, oui, c'est pour vous que, bon, vous voyez ça de loin, et puis vous êtes partie d'une catégorie privilégiée. Mais en même temps, je je suis pas sûr véritablement que les gouvernements de gauche ils ont aient fait beaucoup pour la cause de tous ces autres dont vous parlez. Ultime point, Cledmy vous demande, à propos de la description de la vie publique prise par l'État, le monopole dont on parlait tout à l'heure, quel nom donneriez-vous à ce que l'on fait ici? C'est-à-dire, nous sommes en direct, il y a des gens qui vous écoutent, il y a plein de gens qui commentent, il y a des gens qui vous posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, on essaye de faire de l'égalité, quoi. On essaye de participer à un échange de paroles égalitaires en sachant que
Bon, il faut pas toujours penser que les mots, ça sert à rien, que les mots, c'est que des mots, voilà et que non, je veux dire pour moi, disons, c'est, la question de l'égalité ou de l'inégalité, elle se joue partout et tout le temps dans chacun de nos actes et dans chacune de nos paroles. Donc effectivement, c'est pas simplement qu'il y a le monde, de la parole, oui, voilà, ça va, tout va bien, on peut dire tout ce qu'on veut et puis il y a le monde de la sombre réalité. Bon, la réalité, bon, ça, on en revient un peu au début, la réalité dans laquelle on vit est aussi tissée de paroles, est aussi tissée de noms, de désignations, d'images, et voilà. Et, oh, on essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. Et Oh, bon, merci Jacques. On essaie de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant. Vous avez fait mon année là. Merci beaucoup Jacques. Le chat vous remercie. Sachez qu'il y a des gens qui étaient comme moi très émus de vous entendre.